Tout d'abord, je tenais à remercier évidemment les deux rabbanim, le Rav Kassabi, le Rav Knafo, que je connais personnellement, Baruch Hashem, que je le mérite de connaître personnellement, avec lequel j'ai étudié pendant de nombreuses années, et qui est toujours avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de précision. Il enseigne la halacha, il enseigne la Torah, et j'ai eu le mérite de connaître aussi le rabbin Kassabi. Et de voir deux rabbanim qui viennent m'écouter, ça montre combien ils ont de la sagesse d'apprendre de tout un chacun, beaucoup de modestie. Et j'ai un peu honte de parler devant vous, mais on va quand même essayer Bezrat Hashem. Je voulais aussi remercier Madame Clapp et son mari, ça fait des années qu'elle me dit que quand je serai à Boulogne, Bezrat Hashem, elle se ferait un plaisir de m'accueillir. Et là, Baruch Hashem, elle a organisé cette soirée. Et je pense que c'est un exploit. En général, quand on fait des cours de Shlom Bayit, on a 99% de femmes et 1% d'hommes. Et le 1% en général, c'est le Rav qui fait le cours. Baruch Hashem, de voir tellement de maris, ça montre combien, Baruch Hashem, le couple, c'est quelque chose d'important à vos yeux. Et donc, il y a de quoi travailler Bezrat Hashem. Quand on est conscient de l'importance du couple, on peut travailler. Quand on n'est pas conscient et qu'on pense que tout va bien, que de toutes les façons c'est de la faute de l'autre, il n'y a rien à travailler et c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes. Pareil dans l'éducation des enfants. Quand on est conscient qu'il y a des problèmes ou qu'il peut y avoir des problèmes, on s'en occupe. Quand on pense qu'il n'y a pas de quoi s'occuper, malheureusement on ne s'occupe pas et les choses ne sont pas toujours bonnes. On va essayer, Bezrat Hashem, aujourd'hui, en l'espace d'une heure à peu près, de parler du sujet qui est celui du Shlom Bayit. C'est un sujet qui est long, qui est complexe. On pourra en parler pendant des heures et des heures. Je me suis demandé comment, en une heure, parler d'un point qui pourra, Bezrat Hashem, nous aider à mettre du shalom dans notre couple. Pas simplement se concentrer sur les conseils pratiques et techniques qu'on a l'habitude de donner ici et là quand on a du temps, mais essayer de réfléchir un peu au-delà et de comprendre comment on peut, Bezrat Hashem, réussir à s'en sortir, quelle doit être notre vision du couple. Dans notre génération, Baruch Hashem, je pense que le monde entier est conscient que la joie, le bonheur se trouve dans le spirituel et que le spirituel, c'est de donner. Et le monde entier est d'accord aujourd'hui que pour être heureux, il faut donner. Le monde entier est d'accord que pour accéder à la sérénité et au bonheur, il faut être marié. Et quand on regarde un petit peu les résultats, ce n'est pas toujours très joyeux. Des études qui ont été faites en Israël ont montré qu'en 1970, il y avait 2% de couples qui divorçaient. En l'an 2000, il y avait 13% des couples. En 2020, il y a 30% de divorces. Quand on parle de divorce, on parle de vrais divorces qui ont été notés au rabbinat. On ne parle pas encore de tous les couples qui font chambre à part, qui ne parlent pas l'un avec l'autre et dont le seul lien, c'est uniquement le toit. Et ce n'est pas un gag. Ouais, non, les jeux de mots en ivrite, il faut vous prévenir à l'avance. Et il faut comprendre aussi qu'il y a aussi beaucoup de gens qui restent mariés ensemble parce que c'est compliqué de divorcer. Et les pauvres enfants, on ne veut pas les traumatiser. On raconte qu'un jour en Israël, il y a un couple de vieillards qui sont venus au rabbinat. Alors lui, il arrive, il avait 120 ans, il arrive avec sa canne comme ça, en train de le déambulateur et tout. Elle arrive, elle avait 115 ans, elle aussi en fauteuil roulant et tout. Ils arrivent, voilà, on veut divorcer. Alors les dayanim, ils disent, vous voulez divorcer? Mais quoi, à cet âge-là, comment ça se fait? Il dit, ah ouais, on ne se supporte plus là, on veut divorcer. Non mais ce n'est pas un âge pour divorcer, ça. Il dit, bah, écoutez, la vérité, on ne voulait pas traumatiser les enfants. On a attendu que le dernier il meure, et maintenant, maintenant on divorce. D'accord? Il y a des gens il est où le problème? Comment ça se fait? Au début, on se marie, au début, on s'aime. Il y a une phrase très belle dans laquelle on dit qu'au début, on se veut et on s'en lasse, et au bout de quelques années, on s'en veut et on se lasse.
Et c'est très dommage que ça se passe comme ça. C'est très dommage que le lieu, la cellule du couple, qui est censée être l'endroit du bonheur, elle se transforme souvent en malheur. Et en tous les cas, pas dans le bonheur aussi grand qu'elle pourrait l'être. Dans l'armée israélienne, il y a 2 soldats qui se sont rencontrés récemment. Et l'un des deux dit à l'autre, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ben, c'est très simple. Moi, je suis célibataire. J'aime la guerre. Donc, je suis venu ici. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ben, parlons-en. Moi, je suis marié. J'en ai marre de la guerre. Donc, je suis venu ici. D'accord? Pourquoi c'est la guerre? Comment ça se passe? Comment ça se fait? Pourquoi c'est la guerre? Et ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est que beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils se marient. Et c'est très intéressant quand on interroge les gens, pourquoi Béhémet on se marie? On obtient tout type de réponses. Beaucoup de gens n'ont pas réfléchi à la question, ils ne se sont jamais posé le problème. Il y en a qui se marient parce que c'est la mode. À ces gens-là, je leur dis dépêchez-vous parce que c'est de moins en moins la mode. Il y a des gens qui se marient parce qu'ils veulent recevoir de l'affection. Et ces gens-là, rapidement, quand ils voient qu'ils n'obtiennent pas autant d'affection qu'ils auraient aimé, ben, ils sont déçus et ils s'arrêtent. Il y a des gens qui se marient parce qu'il faut avoir des enfants. Et jusqu'à il y a quelques années, le seul moyen d'avoir des enfants, c'était de se marier. Aujourd'hui, malheureusement, Hachem Ishmor. Et pour se marier, il faut bien avoir des enfants. Si on ne se marie que pour ça, alors j'allais dire, on n'a qu'à se marier, avoir des enfants, et puis au revoir. Pourquoi? Pourquoi se marier? C'est quoi le but de se marier? Et puis, il y a beaucoup de gens aussi qui se marient et qui ne veulent pas avoir d'enfants. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement la mode d'avoir des enfants. Une fois, quelqu'un m'a téléphoné, il m'a dit, écoutez, Rav, moi, je veux avoir qu'un enfant, un seul, un et unique. Moi, je ne peux pas, c'est trop difficile pour moi. Avoir des canaris, des chiens à la maison, je veux bien, mais des enfants, un enfant. Bon, il a eu un enfant, il me dit, Vodarav, comment je l'appelle? Je lui dis, ben, Justin. C'était une fille. Je lui appelle la Sophie. Sophie, c'est fini. Terminé, un seul enfant. Pourquoi on se marie? C'est quoi le but du mariage? À quoi ça sert de se marier et pourquoi on se marie? Alors, Bezrat Hashem, dans l'un des cours que je compte donner dans cette tournée Bezrat Hashem, j'aborderai l'un des aspects, qui est l'aspect d'arriver à la plénitude, et qui consiste à dire que pour pouvoir accéder à la plénitude, on a besoin d'avoir exprès quelqu'un qui est différent de nous, quelqu'un qui va sans arrêt savoir exactement c'est quoi les points sensibles. Et on essaiera, Bezrat Hashem, d'expliquer. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un autre point qui n'est pas moins important. Et j'aimerais que ce point-là, il nous accompagne et qu'on comprenne, Bezrat Hashem, c'est quoi le but du mariage, pourquoi on se marie et qu'est-ce qu'on gagne à se marier. J'ai entendu d'un Rav en Israël, il s'appelle le Rav Lévi, il a raconté une histoire très très belle. Il a dit que lorsqu'il était jeune, il voulait aller étudier dans une yeshiva, enfin il ne voulait pas tellement, son père voulait qu'il aille étudier dans une yeshiva. C'est une yeshiva dans laquelle le père avait lui-même étudié. Le père, c'était quelqu'un de brillant, et l'élève, le fils, excusez-moi, il n'était pas très brillant. Et le père, il voulait absolument que son fils aille dans cette même yeshiva, parce qu'il faisait confiance en le Rosh Yeshiva, le recteur de l'académie talmudique, qui faisait confiance à tous les rabbinim qui se trouvaient là-bas. Il a été voir le Rosh Yeshiva, et il lui a dit, écoutez, j'ai un fils, j'aimerais qu'il rentre dans votre yeshiva. Alors le Rav, il dit, mais avec plaisir, en plus quelqu'un comme toi, il dit, non mais il n'est pas comme moi, lui il est baha, lui, mais c'est pas grave, est-ce que vous pouvez l'accepter? Il dit, d'accord. Le père, il dit, mais je te demande une chose, s'il te plaît, aie un œil sur lui. J'aimerais vraiment que tu fasses attention à lui, c'est un jeune un peu comme ça, quoi, qui a besoin de prendre beaucoup de Ritaline. S'il te plaît, occupe-toi de lui, fais en sorte qu'il soit très sérieux. Le Rav, il dit, tu t'inquiètes pas, je m'occuperai de lui. Maintenant, le Rav, le Mashgiar de la yeshiva, il avait 90 ans. Une yeshiva de 400 bachurim, 400 jeunes élèves étudiants. Comment tu fais pour avoir un œil sur un élève parmi 400 quand tu as 90 ans? Et des grosses lunettes de 8 cm d'épaisseur. Comment tu fais? Il dit, l'enfant, il a été à la yeshiva. Il ne savait pas du tout qu'il était question d'avoir l'œil sur lui. Et le Mashgiach l'appelle un mardi, au tout début de l'année, et lui dit, écoute, voilà, j'aimerais te parler. Alors lui, il dit, attends, parmi 400 élèves, il n'y a que moi qui viens voir.
Et là, il lui dit, écoute, j'aimerais te demander un conseil. L'autre, il dit, c'est quoi cette histoire? Ça fait un peu suspect, ça. Le Mashgiach, qui est l'un des plus grands rabbinim d'Israël, il a besoin de me demander à moi un conseil. Il dit, bon, mais comme j'étais un peu orgueilleux, j'ai dit, allez, on va y aller. J'ai été voir le Rav. Et le Rav, il me dit, écoute, il sort un livre de Mishnah, de Gemara, et il lui dit, voilà, tu vois ce qu'il y a écrit ici, c'est très compliqué parce que, qu'est-ce que tu en penses? Alors, le Rav Lévi, donc, qui était jeune, à ce moment-là, il réfléchit. Et il dit, ben, je pense ça. Le Rav lui dit, ah non, non, elle n'est pas bonne ta réponse. Il dit, c'est de ta faute, c'est toi qui m'as demandé. Tu me demandes conseil. Et le Rav lui dit, non, c'est pas une bonne réponse. Tu sais quoi? Je te laisse jusqu'à mardi prochain. Tu as jusqu'à mardi prochain pour trouver la réponse à la question. L'élève, il dit, j'ai été dans un endroit où il y avait beaucoup de livres, et j'ai commencé à ouvrir des livres et des livres et des livres, et il me posait des questions vraiment complexes. Et je devais vraiment passer des heures et des heures à essayer de trouver la réponse. Et Baruch Hashem, quand je trouvais la réponse, je prenais le livre avec moi. Comme ça, il ne pourra pas me dire, le Rav, tu dis n'importe quoi. C'est écrit dans le livre, tu as un problème, tu parles à l'auteur du livre. Et comme ça, il dit, j'allais le mardi, je lui amenais la réponse. Et le Rav, il me reposait une autre question. Et pendant une semaine, entre les heures des Sdarim, du moment où on est censé étudier la Gemara, eh ben, j'étais complètement investi dans le fait d'essayer de trouver des réponses aux questions que le Rav me posait. Il dit, voilà comment un Rav de cet âge-là, il a réussi à m'avoir à l'œil alors qu'il avait cet âge-là et qu'il y avait 400 Bachurim. Très simple. Un jour, il y avait un jeune homme qui voulait faire un shidour. Et c'était la première fois de sa vie qu'il faisait un shidour. Il ne savait même pas c'était quoi une fille. Lui, il était très, très dans le monde ultra-orthodoxe, comme on dit. Il ne savait même pas c'était quoi une fille. Et on lui dit, voilà, tu vas rencontrer une fille et tout. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais comment? Mais j'ai jamais regardé une fille de ma vie. Mais quoi? Bref, on lui explique un peu comment ça marche les shidourim. Il va en shidour. Baruch Hashem, le shidour, il se passe très, très bien. Baruch Hashem, communication, tout ce que vous voulez. Mais à la fin, la fille, elle appelle la chatranit, donc celle qui est responsable du mariage. Et elle dit, écoutez, on m'avait présenté quelqu'un de sympa, il est bien, mais il a une espèce de djouk dans la tête. Il dit, quel djouk? Il dit, non, il m'a l'air normal. Il dit, il a un djouk dans la tête, regarde. On était en train de parler, et puis sans arrêt, toutes les 5-6 minutes, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait dans sa poche un espèce d'œil comme ça de poupée, de Barbie, et puis, paf, il me l'envoyait comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors elle dit, c'est vrai que c'est bizarre. Bon, dis merci qu'il ne te l'ait pas envoyé comme ça, mais c'est bizarre. Bref, la chatranite, elle appelle le monsieur, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vais te dire la vérité, moi, je n'ai jamais regardé de fille de ma vie, maintenant je devais rencontrer une fille, je ne savais pas quoi faire, j'étais voir mon Rav. C'est mon Rav qui m'a dit. Mon Rav, il m'a dit, jette un coup d'œil de temps en temps. Donc c'est ce que j'ai fait. D'accord? Comment on jette un coup d'œil? Eh bien, il y a plusieurs façons de le faire. En tout état de cause, raconte le Rav Lévi, un jour c'était un Shabbat. J'étais en train de regarder par la fenêtre de la yeshiva. Et je voyais des jeunes hommes qui étaient en train de s'éclater avec des scooters, des motos, en plein Shabbat, en Israël. Et je me suis posé la question, je me suis dit, nous on fait Shabbat, ok, très bien, mais eux ils n'ont pas l'air de moins kiffer que nous. Quelle différence entre eux et nous? Et pourquoi nous on n'a pas le droit de faire ce qu'eux ils font? Et pourquoi eux ils font? Maman, vous imaginez? Un Bachor Yeshiva, Raredi, en Israël. Question un peu bizarre. Il dit, c'est pas grave, moi je pose cette question la semaine prochaine au Rav. Il dit, mardi prochain, c'est pas le Rav qui me posera une question, c'est moi qui lui poserai une question. Il arrive mardi, tout heureux, il dit au Rav, j'ai une question à vous poser, il lui raconte. Le Rav, il ne se laisse pas désarçonner, tout de suite il lui dit, ah, donc si j'ai bien compris ta question, c'est quoi le but de la vie? Il dit, ouais, on peut appeler ça comme ça. Il dit, tu poses une très très bonne question. Amène-moi le Chumash Vayikra. Donc l'élève, il s'exécute, il amène le Chumash Vayikra. Et à ce moment-là, le Rav, il lui dit, vas-y, ouvre la parashat Kedoshim Tiyu. Donc l'élève, il ouvre. Il lui dit, t'as lu le premier pasuk? Voilà, je le lis. Kedoshim Tiyu, Kadosh Ani Hashem. Salut, t'as eu la réponse à ta question? Non, non. Je sais pas, tu m'aurais amené encore... Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sefer Bereshit, je ne sais pas, peut-être qu'il y aurait eu des allusions, Alpia Kabbalah, Alpia Sol. Kedoshim Tiyu, quel rapport? Le Rav dit, ah d'accord, alors relis encore une fois. Kedoshim Tiyu, est-ce que tu sais ça veut dire quoi Kedoshim Tiyu? Oui, ça veut dire que vous devrez être Kedoshim. Toda Rabba, merci. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et l'élève, il commence à balbutier. Effectivement, il ne savait pas très bien ça voulait dire quoi, Kedoshim Tiyu. Et là, le Rav, il lui a expliqué des notions très profondes de Kabbalah en 5 minutes. Il lui a dit, je vais t'expliquer, Kedoshim Tiyu, ça veut dire Muvdalim Tiyu. Vous serez différents. Vous serez différents parce que moi, Hachem, je suis différent. Moi, Hachem, je suis différent de qui? De l'être humain. Il dit, et vous devez être différents. Différents de qui? Vous devez vous séparer de qui? Alors l'élève, il dit, ben, on va se séparer des goïms. Il dit, ah, t'es raciste là. Il n'y a pas écrit, vous vous séparerez des goïms, il écrit, vous serez séparés. Séparés de qui? Et là, le Rav, il lui explique, il lui dit, vous serez séparés, c'est-à-dire qu'au même titre que Dieu est séparé de quelque chose, vous devrez être séparés de quelque chose. Ne vous inquiétez pas, ne vous endormez pas, on arrive bientôt au mariage. C'est quoi l'histoire? Il lui dit, regarde, il y a dans le monde 2 forces. Une force qui est celle de donner et une force qui est celle de prendre. Tout être humain a besoin de donner et de prendre. On ne peut pas faire que prendre, on est malheureux. On ne peut pas faire que donner sans arrêt, parce que si je fais que donner et que je ne m'alimente pas, si je fais que donner et que je ne me préoccupe pas de moi, eh ben, il n'y aura personne qui pourra donner. Donc, tout être humain a besoin de prendre et de donner. Maintenant, ça arrive très souvent qu'on soit dans un élan de joie, de gaieté, de bonne humeur, et qu'on ait super envie de donner. Vas-y, j'ai envie de donner. Il n'y a pas quelqu'un qui veut recevoir quelque chose là, j'ai envie de donner. En général, plus on est heureux et joyeux et complet et comblé, plus on a envie de donner. Plus on se sent soi-même qu'on n'est pas assez comblé, plus on va chercher à prendre au lieu de chercher à donner. On est bien d'accord? Ça veut dire que plus on est comblé, plus on donne. J'adore l'exemple de ce verre-là, le verre du kidouche, qu'on remplit, on remplit, on remplit, et quand il arrive jusqu'en haut, il commence à se déverser dans les autres verres. Quand tu es rempli, 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 ça y est, tu es rempli au summum, maintenant tu commences à déverser. Chacham me dit c'est un peu comme ça aussi, quand Talmid Chacham, il doit être tellement rempli qu'au bout d'un moment, il commence à déverser son savoir, ses midotes aux autres. Et Chachamim, ils disent que c'est pareil dans le cas du fait de donner. Plus je suis comblé, plus j'arriverai à donner, quelle que soit la chose que je veux lui donner. Quand quelqu'un il sent qu'il est riche et il sent qu'il a suffisamment d'argent, il commence à donner. Quand quelqu'un il pense que non, j'ai jamais assez, j'ai pas assez, il ne donnera pas. Qui est l'être, Kaviachol, qui n'a pas besoin de prendre et qui ne fait que donner? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est tellement comblé, tellement plein, qu'en fait, il n'a pas besoin de prendre. Et donc, il ne fait que donner. Et quand il nous donne des mitzvot et qu'il nous demande d'accomplir les mitzvot, qu'on ne pense pas que chas v'shalom, si on n'accomplit pas les mitzvot, eh ben, il va lui manquer quelque chose. Hachem, il est parfait. Il lui manque de rien. Simplement, il est écrit que la seule chose qui manquait à Kadosh Baruch Hu Kaviachol, c'était le pouvoir de donner. Tant qu'il n'avait pas créé l'homme, il ne pouvait pas donner. Et en quelque sorte, Kaviachol est écrit dans les livres de Kabbalah, eh ben, il y avait quelque chose qui lui manquait à Hachem. Il voulait pouvoir donner. Il a créé l'homme pour pouvoir donner et accéder, Kaviachol, à l'ultime perfection. Donc, dit le Rav à son élève, il dit, regarde, Akadosh Baruch Hu, il est différent de l'homme, en ce sens que l'homme, il a besoin pas que de donner, mais aussi de prendre, alors que Dieu, lui, il fait que donner. Il dit, eh bien, vous les hommes, vous devez être ressemblants à Dieu. Comme le Tomer Dvorah explique, le Rav Cordovero explique, que l'homme, il doit essayer d'imiter le comportement de Dieu. Évidemment, on ne pourra pas être comme lui, heureusement, mais on doit essayer d'imiter un petit peu son comportement. Et de la même façon que Dieu, il fait que donner, nous, on doit essayer de tendre vers cet objectif qui est de donner le plus possible et de prendre le moins possible. Voilà c'est quoi le but de la vie. Le but de la vie, Kedoshim Tiyu, donner et donner. Et plus vous pouvez donner, et mieux c'est. Vient l'élève et il dit à son Rav, ouais, mais j'ai peur d'être un pigeon. Parce que si je passe mon temps à donner et que je ne me préoccupe pas de moi, et que je ne suis pas sans arrêt en donnant, eh ben, je risque malheureusement d'être un pigeon. Comment on appelle ça en hébreu? Un frayer. Je risque d'être un frayer, je risque de me faire pigeonner. Je n'ai pas envie de me faire pigeonner.
Alors, tu te rappelles, Rabbi Daniel, le livre Le Pigeon? Il y a un livre en français, Le Pigeon, dans lequel on parle de quelqu'un qui se fait pigeonner. Eh bien, j'ai pas envie de me faire pigeonner, il dit le Rav. Alors le Rav, il lui explique, il lui dit, écoute, je t'explique quelque chose, écoute-moi bien. Il dit, imagine qu'un jour, ta femme, elle t'envoie au supermarché. Elle te dit, va acheter, comme toutes les femmes, elles font 4-5 tomates. Vous connaissez cette maladie? 4-5. Elle ne peut pas décider 4 ou 5. Et quand tu lui achètes 5, elle te dit, pourquoi pas 4? Et quand elle achète 4, pourquoi pas 5? Je vois que les femmes, elles se reconnaissent dans mon illustration. En tous les cas, elle te dit 4-5 tomates. Il va acheter ces 4-5 tomates, il revient, Baruch Hashem, pourquoi 4, pourquoi pas 5? Bref, combien t'as payé? 50 euros. 50 euros pour 4-5 tomates? Oui, 50 euros. Pourquoi? Ben, je sais pas, il m'a dit, le vendeur, ça coûtait 50 euros, 50 euros. Elle lui dit, mais t'es fou, mais t'es malade. Après, ça dépend exactement de quel genre elle est, cette femme-là, mais en tout cas, mais c'est pas possible, mais t'es un pigeon. Tu t'es fait pigeonner. Maintenant, imaginez la même histoire. La femme, elle envoie son mari pour acheter des tomates. Le mari revient. Pourquoi 4 pas 5, 5 pas 4, très bien. Combien t'as payé? 50 euros. 50 euros. Il dit, oui, t'inquiète pas, ma chérie, regarde. Je sais que 4-5 tomates, ça ne coûte pas 50 euros, ça coûte beaucoup moins. Mais je vais te dire la vérité. J'ai entendu le vendeur. Il est en train de parler à sa femme. Il lui a dit, je sais, ma chérie, qu'on a le mariage de notre fille la semaine prochaine, qu'on n'a pas encore de quoi payer, tout ça. Je sais. Je fais ce que je peux, je fais mon maximum. J'essaye de vendre. Il n'y a pas beaucoup de clients. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je l'aide. Alors, je voulais lui donner quelque chose, je voulais pouvoir l'aider, lui donner un peu de tzedaka. Alors, je lui ai trouvé une petite excuse. Je lui ai dit, ouais, je te paye un peu plus, elles sont belles tes tomates, ou la prochaine fois, tu me rembourseras, machin. Voilà, donc je sais que ça ne coûtait pas 50, mais je lui ai donné 50. Est-ce que la femme, elle va lui dire, t'es un pigeon? Non. Elle va lui dire, t'es un mensch, en yiddish, ou en tunisien. Non. Elle va lui dire, bravo, kol hakavod, c'est bien, je suis fier de toi. Bémet, pourquoi t'as pas donné 100 que 50? Bon, en tous les cas, elle va être fière de lui. Pourquoi? Dans les deux cas, il a dépensé plus, mais dans un cas, c'était un choix qu'il a fait. Dans l'autre cas, ce n'était pas un choix. Dit le Rav à son élève, tu peux être un pigeon si jamais on te marche dessus et que ce n'était pas un choix. Si jamais ton choix, c'est d'être un donneur, ton choix, c'est de donner à l'autre, or que tu sais qu'il ne te rendra pas, or que tu sais que tu vas lui faire quelque chose de bien et qu'il ne te donnera pas toujours ce à quoi tu t'attendais. Eh bien ça s'appelle donner. Et il lui a dit, il n'y a pas un verbe en hébreu, leit frayer, être un frayer, ça n'existe pas. Ça n'existe pas le verbe être un frayer. Tu peux être un donateur. Tu peux t'habituer à devenir quelqu'un de chesed. Tu peux leit chesed. Mais leit frayer, devenir un pigeon, ça n'existe pas comme verbe. Parce que tout dépend de toi, tout dépend de ta décision, tout dépend de la façon dont tu vois les choses. Dit le Rav Lévi à son vénérable maître, bravo Kvod Harav, c'est très joli ce que vous me dites, mais comment on fait? Comment on fait pour accéder à ça? Le Rav lui dit, c'est très simple, tu vas te marier. Et en te mariant, tu arriveras, Bezrat Hashem, à accomplir et à accéder à l'objectif de la vie qui est Kedoshim Tiyu. Ça veut dire que si on regarde le mariage comme étant simplement donnant, comme étant simplement, puisqu'elle ne m'a pas donné, je ne vais pas lui donner, eh ben, on est complètement out, on est complètement en dehors. Et si je me suis marié que pour recevoir, le jour où je ne reçois plus, au revoir. Si je me suis marié uniquement pour telle et telle raison, rapidement, je risque d'arrêter. Quand moi, il y a des khatanim qui viennent me voir et qui me disent, écoutez, Rav, j'ai décidé d'arrêter, je dis pourquoi, il m'explique chacun son blabla. Après, je lui dis, mais dis-moi, l'Aziz, t'étais sous la choupa? Il me dit oui. Je lui dis, t'as cassé le verre? Il me dit oui. Tu casses, tu payes. Comme ça l'expression, non? Tu casses, tu payes. Et un jour, il y a une fille qui a demandé à sa maman, maman, pourquoi la Kala, le jour du mariage, elle est habillée tout en blanc? Alors, sa maman, elle lui dit, parce que c'est le plus beau jour de sa vie. Vous comprendrez pourquoi le khatan, il est en noir. Non, je plaisante. D'accord? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si
dans la vie ce que je souhaite, c'est uniquement prendre, je suis en dehors de la vie. Et je ne serai pas heureux, et je ne serai pas joyeux, et je me sentirai sans arrêt être un pigeon. Et si par contre je décide et je comprends que ce que Dieu attend de moi sur terre, c'est de donner, donner sans vouloir recevoir, au maximum, eh ben, je peux réussir à me réaliser. Le Rav Wolbe disait quelque chose de très intéressant. Le Rambam, il nous explique exactement comment le mari doit se comporter avec sa femme et comment la femme doit se comporter avec son mari. Dans le premier alinéa, le Rambam il dit voilà comment le mari doit honorer sa femme, ceci et cela. Je ne vais pas tout décrire pour ne pas mettre la rage à ceux qui n'ont pas ça. Après, il finit un autre alinéa. L'autre alinéa, c'est voilà comment la femme doit se comporter avec son mari, tatati, tatata, elle doit l'honorer, etc., etc. Vient le Rav Wolbe et il dit regardez, c'est deux halakhot distinctes. Première halakha, le mari se comportera comme ça avec sa femme. Deuxième halakha, la femme elle se comportera comme ça avec son mari. Il dit c'est marrant, le Rambam en général, quand il pense que deux halakhot sont interdépendantes l'une de l'autre, eh ben, entre les deux, il met trois lettres. Trois lettres, les talmudistes d'entre vous, ils sauront très bien de quelle lettre il s'agit. Bet, Dalet, Aleph. Mesdames, c'est quoi Bet, Dalet, Aleph? Une fois quelqu'un m'a dit Baruch Dayan Emet. Non. C'est quoi Bet, Dalet, Aleph? Bameh Dvarim Amurim. Ça veut dire, quand est-ce qu'on dit que la femme, elle doit respecter son mari? Si le mari honore sa femme. Quand est-ce qu'on dit que le mari doit honorer sa femme? Si sa femme honore son mari. Non, il n'y a pas écrit ça. Deux halakhot complètement distinctes. Toi, tu es un être humain, tu es un homme, voilà comment tu te comportes avec ta femme. Ah, mais elle ne m'honore pas suffisamment, c'est son problème à elle. Ce n'est pas ton problème à toi. Et c'est exactement ce que le vénérable Rav va expliquer à son élève. Le but de la vie, c'est de donner. Maintenant, quand je donne et que je reçois, c'est très beau, c'est très sympa, c'est très bien. Mais ce n'est pas là l'examen. L'examen, c'est quand je donne et que je me suis fatigué et que j'ai fait quelque chose qui, pour moi, c'était quelque chose de waouh, de particulièrement extraordinaire, et que je l'ai fait et je me suis surpassé, je me suis dépassé, et en retour, ta femme, elle fait pcheneuf, la tronche, Tisha B'Av. Non, toi, tu dis, mais c'est pas logique, c'est pas normal. Moi, j'ai fait tout ça, comment c'est possible? Un homme, une fois, il m'a dit, moi, toute ma vie avec ma femme, pendant 30 ans, j'ai vécu avec ma femme. Toute ma vie s'est passée comme un jour. Je lui ai dit, quel jour? Tisha B'Av. D'accord? C'est quoi ce comportement-là? Ce comportement-là, il consiste à dire que moi, je suis là pour donner et que même si l'autre ne donne pas, moi, j'ai fait ma part. Moi, j'ai essayé de faire ce que j'avais à faire. Ça, c'était une petite introduction pour essayer d'abord de nous remonter le moral un peu à tous. Plus notre mari, il est difficile, il nous propose un défi au quotidien, plus notre belle-mère, elle est compliquée, elle est difficile, plus tu as l'occasion de vraiment donner. N'oubliez jamais que le mariage, ce n'est pas la mère à boire, c'est la belle-mère à avaler. N'oubliez jamais. Maintenant, toi, tu me dis, oui, mais ma femme est tellement, tellement difficile. Eh bien voilà, tu as l'occasion. Tu as l'occasion d'expérimenter, c'est quoi le don? Le vrai don, le don désintéressé. Le don qui va te permettre de devenir quelqu'un de plus grand et quelqu'un de meilleur. J'aimerais, Bezrat Hashem, maintenant qu'on est arrivé à tout ça, essayer de rentrer dans des choses un peu plus pratiques et pragmatiques, en essayant, Bezrat Hashem, de donner un certain nombre de conseils. Tout d'abord, le b.a.-ba du couple, c'est la communication. Ce qu'on appelle en hébreu la tikshoret. Avoir un kesher l'un et l'autre, être en relation l'un avec l'autre. La relation, elle passe énormément par la discussion. Et là, je m'adresse beaucoup aux messieurs. Le kesher, le lien, il passe beaucoup par la discussion. Ça veut dire que ce n'est pas combien d'argent tu amènes à ton épouse qui va montrer le kesher que tu as avec elle. Ce n'est pas simplement les bonnes intentions que tu as. Beaucoup du kesher, il passe par la discussion. Quand je dis de passer par la discussion, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire tout d'abord que
tout un chacun doit savoir à la maison qu'il peut être capable de parler sans être jugé. Et ça, c'est souvent très très difficile. Quand un homme ou une femme rentre à la maison et qui raconte ce qu'il a à raconter, c'était déjà un effort de devoir raconter, c'était déjà montrer un petit peu sa vulnérabilité. Et que l'autre il est là en train, mais pourquoi t'as pas fait ça? Mais t'aurais dû faire ça, mais moi à ta place, mais espèce d'idiot. Mais l'autre il comprend qu'il ne peut pas parler, il est jugé. On est suffisamment jugé à l'extérieur. On est suffisamment jugé pour nos résultats, pour notre rôle social, pour tout ce qu'il y a à l'extérieur, qu'au moins quand on arrive à la maison, on aimerait bien pouvoir être celui qu'on est. On aimerait bien pouvoir être soi-même et pouvoir raconter à l'autre nos erreurs et nos difficultés, nos défis, nos problèmes, et avoir quelqu'un qui est là à l'écoute, quelqu'un qui peut entendre, quelqu'un qui n'est pas là pour juger. On va parler de ça, Bezrat Hashem, dans un instant. Le conseil que je donne, et ça tous les couples dont je me suis occupé, et j'en ai vu, Baruch Hashem, des couples. Je me suis occupé de pas mal de couples. Le grand problème qu'il y a dans la plupart des couples, c'est un problème de communication. Il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de lien qui se tisse par la parole. Le problème numéro 1, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas de temps commun dans lesquels on se retrouve pour pouvoir parler. Temps commun, je parle très très sérieusement, tous les jours, il faut avoir au moins une demi-heure dans laquelle on est ensemble, pas avec tous les enfants qui font du bruit tout autour, Justin, vous l'avez mis au lit. Être ensemble, pouvoir parler, pouvoir discuter, sans téléphone, sans tablette, sans iPhone, sans smartphone, sans télévision, sans grand écran, rien. Pouvoir être seul l'un avec l'autre et pouvoir communiquer, pouvoir parler, pouvoir raconter sa journée, pouvoir s'entretenir. Le lien, il ne va pas s'inventer de n'importe où. Ce n'est pas parce qu'on est marié pendant 20 ans qu'il va y avoir un lien. Le lien, il se crée. Et comment il va se créer? Par des moments dans lesquels on va pouvoir être ensemble, on va pouvoir parler. Quand je dis une demi-heure, c'est vraiment le minimum du minimum. Si on peut avoir plus de temps, si on peut même ne pas mettre son chronomètre, ça serait même encore mieux, et qu'on pouvait être ensemble, passer du temps et être tranquille. Ça y est, maintenant on est tranquille, on a fini tous les mails qu'on avait à faire, tous les WhatsApp, maintenant on est tranquille. Ma chérie, je suis là que pour toi. Et elle, vice-versa. Ça serait quelque chose de tellement beau, ça serait quelque chose qui peut tellement construire les couples et qui peut tellement apporter. Les femmes, elles n'ont qu'une attente, dans la plupart des cas, en tous les cas. C'est consacre-moi un peu de temps, que je puisse être avec toi, que je puisse te parler, que je puisse être là. Eh bien, c'est faisable. Il faut simplement avoir l'intelligence, le courage d'éteindre son téléphone tous les jours pendant une demi-heure et d'écouter. Un jour, quelqu'un qui était un peu de bas, il est venu me voir, il me dira, vous exagérez là, vraiment. Ah, c'est trop une demi-heure. Je lui ai dit, écoute, je vais te donner un conseil, mais vraiment que pour toi. Vraiment que pour toi. Toi, je te donne une dispense. Toi, tu peux te contenter de 30 minutes. Il m'a dit, bon, ça va. Au bout d'un an, il vient me voir, il me dit, mais Rav, 30 minutes, c'est comme une demi-heure. Je lui ai dit, mais je t'avais dit qu'il n'y avait qu'à toi que je pouvais te donner ce conseil. D'accord? Au moins, pendant un an, sa femme, elle était heureuse. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Au bout d'un moment, on s'habitue aux bonnes choses. Et une demi-heure, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir quelquefois un petit moment, je ne sais pas combien, ça peut être une fois par an, ça peut être plus, une fois par an dans lequel on sort vraiment. On se prend quelques jours, on va dans une maison de campagne, on va à un endroit que le couple, on essaye de confier les enfants à des gens de confiance, aux beaux-parents, il faut bien qu'ils servent à quelque chose parfois, aux grands-parents. Et on peut aller se promener, on peut aller passer des moments ensemble, des moments dans lesquels on se dépayse un petit peu, on change un petit peu de lieu, on change un petit peu et on peut commencer à avoir des discussions qu'on n'aurait peut-être jamais eues. Et on peut commencer à connaître un petit peu mieux l'autre. C'est un conseil que j'ai entendu de grands compétents en Shlom Bayit. C'est un conseil que j'essaye de faire moi-même. Un jour, ma femme, elle me dit « Où tu veux qu'on aille en vacances ?» Je lui ai dit ben, « J'aimerais aller à un endroit dans lequel j'ai encore jamais mis les pieds. » Elle m'a dit ben, « On va passer les vacances à la cuisine. » D'accord? Alors, c'est important de pouvoir avoir ces moments-là de tranquillité.
et dans lesquels on peut un petit peu sortir. C'est important d'avoir ces moments-là. Et vraiment, Béhémet, c'est l'oxygène de la femme. C'est censé être l'oxygène du mari. Et je vais vous dire plus que ça. Il y a beaucoup de maris qui, quand ils expérimentent ça pendant un certain temps, ils commencent eux-mêmes à comprendre combien c'est indispensable pour leur couple d'avoir ces moments-là de discussion. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Ensuite, comme je vous ai dit, je vais vraiment vous dire quelque chose. Et là, je m'adresse aux dames. Sachez une chose, quand vous avez tendance à dire à vos maris que vous avez passé une journée exécrable, difficile, insupportable, Pchenef, Tisha B'Av, etc., 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 et que à peine vous commencez à raconter ça à votre mari, et que votre mari, vous le sentez un petit peu stressé, nerveux, commence à s'agiter, commence à regarder sa montre, tous les trucs que vous redoutez. Et vous vous demandez, mais comment ça se fait? Je suis en train de lui raconter ma journée, mes difficultés. Même ma psy, elle ne me fait pas ça. Pourquoi lui, il ne peut pas m'écouter tranquillement? Alors j'aimerais vous dire un secret, mesdames. Après, vous vérifierez avec vos maris si j'ai raison ou pas. Quand une femme, elle vient voir son mari, et qu'elle lui dit, j'ai eu une journée super difficile, et les enfants, ils ont fait cela, et lui, il a fait cela, et l'autre, il conseille une discipline, et le machin, et le truc, ah. Qu'est-ce que le mari, il entend souvent? Il entend maintenant, moi, je vais aller me reposer, et toi, tu vas commencer à t'occuper de tout ça. Ou alors, il entend, t'es pas un assez bon mari, t'es pas un assez bon papa, regarde, si tes enfants, ils font ceci et cela, c'est que. Maintenant, il faut savoir que pour beaucoup d'entre nous, sans chas v'shalom, remettre la faute sur personne, il faut savoir que pour beaucoup d'entre nous, on a grandi dans des milieux dans lesquels on se recevait beaucoup de reproches. Et malheureusement, c'est aussi souvent ce qu'on fait avec nos enfants. Beaucoup, beaucoup de reproches et pas assez de compliments. On a reçu quand on était jeune, pour beaucoup d'entre nous, des reproches. Papa, il n'est pas content parce que tu as eu une mauvaise note. Maman, elle n'est pas contente parce que ceci et cela. Et nous, ce qu'on a compris, c'était que l'humeur des autres dépendait de nous. Et c'était que si quelque chose ne va pas chez l'autre, c'est de notre faute. Quand, par exemple, je demandais à mon père, papa, pourquoi tu as des cheveux blancs? Et qu'il me disait, c'est à cause de tous les soucis que tu me fais. Et papa et mamie, pourquoi là, les cheveux tout blancs? D'accord? Il faut être fuite pour dire ça. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les enfants, ils ont souvent été éduqués dans cet état d'esprit-là. Du coup, quand tu viens voir ton mari, que tu lui dis, tu sais, j'ai eu une journée très difficile, tout de suite, il se sent menacé. Et tout de suite, il ne sait pas tellement dans quelle option se mettre. Genre à la défense, à l'attaque. Et puis, souvent, il le gère très très mal, parce qu'il ne sait pas exactement comment se comporter face à cette agression. Le conseil que je donne, et vous allez voir, c'est magique, essayez. Essayez, vous n'avez rien à perdre, vous n'avez qu'à gagner. Le conseil que moi je donne, évidemment, je pourrais donner aux hommes le conseil d'essayer de travailler sur leur confiance en eux et sur le fait de comprendre que l'humeur de la femme est complètement indépendante, enfin pas tout le temps complètement, mais peut être indépendante de leur comportement. Mais je vous donne à vous, mesdames, un conseil. Avant de raconter à votre mari votre journée exécrable, d'abord une petite introduction. Dites-lui, regarde mon chéri, ou si vous êtes énervé, mon chéri, j'aimerais te dire ce que j'ai vécu aujourd'hui. C'est pas lié à toi, c'est pas à cause de toi. T'inquiète pas, je te demanderai rien de plus, juste j'ai besoin que tu m'écoutes. J'ai eu une journée difficile, j'ai besoin que tu m'écoutes. Vous allez voir d'un coup, il va se sentir comme un psy, votre mari. Vous ne le payez pas après, mais c'est pas grave. Il va se sentir honoré, il va être là. Et là, il pourrait y avoir de l'empathie, il pourrait y avoir. Si par contre, il sent que, une fois de plus, ma femme, elle est venue énervée, et une fois de plus, eh ben, ça ne pourra pas marcher. Si vous êtes prête à essayer ça, Béhémet, essayez, ou en tous les cas, demandez d'abord à votre mari si c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles souvent il se sent agacé par vos difficultés. Je ne parle pas des reproches que vous faites, ça on y arrivera. Je parle même quand vous ne faites pas de reproches. J'ai fait aucun reproche, c'est quoi le problème? Vous ne croyez pas prêt à m'écouter? J'ai souffert, écoute-moi. Parce que pour le mari, tu as souffert, ça veut dire que je ne suis pas un assez bon mari, je ne suis pas un assez bon père. Tu vas me demander maintenant 10 000 choses à te faire. C'est moi qui vais devoir maintenant m'occuper de toute la maison. Ah, c'est trop dur. Donc ça, c'est un premier point important. Deuxième point important, messieurs, si votre femme, elle n'a pas eu le tact
de vous ménager et de vous dire, mon chéri, ne t'inquiète pas, eh bien, ayez peut-être la sagesse, vous, de poser la question. Vous l'arrêtez une seconde, ce n'est pas toujours facile quand elle est dans ce genre d'état. Attendez entre deux respirations et dites-lui, ma chérie, juste une chose. Tu es sur le mode m'attaquer ou tu es sur le mode te défouler? Tu es sur le mode tu as des choses à me reprocher, c'est de ma faute ou non? Vous-même posez la question. Et je vous assure, dans la communication, il n'y a rien de mieux que de poser une question. Je vais vous raconter une histoire qui a l'air tellement basique, tellement bidon, mais Béhémet, ça fait des miracles. Un jour, il y a quelqu'un qui me téléphone. Il me dit, écoutez, Raph, ce soir, c'est le soir du mikvé. Et voilà, ma femme, elle me fait la tronche, je ne sais pas pourquoi. Et je suis doublement énervé. D'abord, pourquoi elle fait la tronche? Ensuite, alors que j'ai rien fait. Donc j'imagine qu'elle me fait la tronche parce que peut-être que ce matin, quand je lui ai dit au revoir, je ne lui ai pas fait un assez grand sourire, il s'est commencé à se faire des films. Il dit, et voilà, ce soir c'est le soir du mikvé, donc je vois déjà comment ça va se passer. Ok, le soir du mikvé, elle ne veut pas se tremper, il faut la forcer, il faut machin, puis de toute façon, même si elle va se tremper après, on connaît la suite. Il me dit, je ne sais pas quoi faire, est-ce que vous avez un conseil à me donner? Je lui ai dit, à mes consciences, tu lui as rien fait? Il me dit, je vous promets que votre Béhémet, moi je pense que je lui ai rien fait. Je lui ai dit, écoute-moi bien, est-ce que tu peux aller la voir une seconde et lui dire en ces termes, ma chérie, j'ai l'impression que tu n'es pas de très bonne humeur, est-ce que je t'ai fait quelque chose? Tu vas lui dire ça, et puis tu me rappelleras, pas forcément juste après, tu peux me rappeler quand tu veux, donne-moi des nouvelles. Bekitsour, il est venu voir sa femme lui dit, mais non mon chéri, je suis de très mauvaise humeur parce que mon patron il m'a dit ceci et cela, et je suis en train de penser à ça toute la journée et tout, c'est pour ça, mais toi tu m'as rien fait mon chéri, oh t'es gentil de m'avoir posé la question, Béhémet, mais non, mais je t'aime, et puis ouais, je dois aller au mikvé ce soir, machin. Toute la soirée, ça s'est passé de façon extraordinaire, il me raconte, le monsieur. Parce qu'il a eu la sagesse de ne pas se faire des films et de poser la question. Petite question toute bidon, toute idiote. T'es fâché contre moi? T'as quelque chose? Et très souvent, il y a tellement de quiproquos qui proviennent d'un non-dialogue. Quand on ne dialogue pas, on ne peut pas réussir à avancer et on ne peut pas créer quoi que ce soit. Donc, il faut dialoguer. Et il faut comprendre la science de l'empathie. Il y a beaucoup de gens qui confondent la sympathie et l'empathie. C'est complètement autre chose. Quand votre épouse, elle vient vous voir et qu'elle vous raconte sa journée difficile, elle n'a pas besoin de conseils. T'as mal à la tête, va prendre un comprimé, elle le savait très bien avant de te demander. Etc., etc. Les conseils, on pourra en donner énormément. Elle ne vient pas te demander un conseil. Quand elle vient te demander, te dire qu'elle est fatiguée, elle attend de l'empathie. C'est quoi l'empathie? Si on veut résumer des idées très profondes de psychologie en une minute, l'empathie, c'est être capable de se mettre à sa place. Être capable de comprendre ce qu'elle est en train de vivre. Non, pas de comprendre. Être capable de ressentir ce qu'elle est en train de ressentir. En écoutant, en étant là pour elle. On ne te demande pas des solutions. On ne te demande pas d'embellir la chose. Souvent, le mari, il entend, sa femme, elle lui dit, voilà, tu sais, je me suis fait disputer par mon patron. Ben, au moins, tu as un patron. J'ai fait une fausse couche. Ben, au moins, ça veut dire que tu es capable de tomber enceinte. Souvent, l'homme, il a tellement du mal à entendre que sa femme, elle ne va pas bien, et il pense tellement que son rôle, c'est d'avoir la maîtrise sur l'humeur de sa femme, et vice-versa, hein, évidemment, qu'il se sent obligé de « bon, ça va, ne fais pas un drame, ça va, qu'est-ce qu'il y a ?» Et le problème, c'est que quand on essaye de dire à l'autre « ne fais pas un drame », il n'y a plus d'empathie. Et quand il n'y a plus d'empathie, eh ben, l'une des composantes importantes de la communication, elle est manquante. J'avais un mashgiach qui disait « vous les hommes, pourquoi vous rigolez des femmes ?» Parce que quand il y a un petit cafard par terre, tout de suite les femmes « n'est-ce pas? C'est pour ça que vous vous moquez des femmes. » Il dit « mais toi, si tu avais un lion face à toi, un vrai de vrai, un gros lion, tu ferais pas « toi aussi tu ferais. » Alors c'est quoi la différence? Toi, quand tu as peur, tu fais « et elle, quand elle a peur, elle fait « c'est quoi la différence? C'est qu'elle, elle a peur d'un cafard, et a fortiori d'un lion, et toi, tu as peur d'un lion et pas d'un cafard.
N'empêche, quand elle te demande à toi d'écraser les cafards, tu la renvoies à elle. Pourquoi? Donc ça veut dire quoi en fait? En fait, ça veut dire que toi, tu es exactement comme elle. Sauf que ce qui te dégoûte à toi, c'est parce qu'il la dégoûte à elle. Et ce qui t'énerve à toi, c'est parce qu'il énerve à elle. L'empathie, c'est être capable de m'identifier à ce que la personne, elle ressent. M'identifier, moi ça m'est déjà arrivé, dans un cas peut-être 1000 fois plus grave, ça m'est déjà arrivé de me sentir vraiment mal, très mal. Ça m'est déjà arrivé. Et bien elle, voilà, c'est ce qui lui est arrivé. Tu commences à juger, ouais, mais pourquoi elle s'est mise dans cet état-là à cause d'un tout petit machin? Ne juge pas. Elle, maintenant, elle est dans cet état-là. Lui, maintenant, il est dans cet état-là. Toi, tu dis, mais il n'a pas d'émouna. Non, chané. Il n'a pas d'émouna, il a de l'émouna. Lui, maintenant, il est dans cet état-là. L'empathie, c'est être capable de venir et d'écouter. Et de ne pas donner de conseils. La meilleure chose qu'on pourrait dire, si par exemple votre mari vient vous voir et vous raconte ses difficultés financières et économiques et toutes ces difficultés, la meilleure chose que vous puissiez lui dire, c'est la vérité, je ne sais vraiment pas quoi te dire, je sens ta souffrance, merci de m'avoir partagé, je ne sais pas quoi te dire. Et ça apporte beaucoup à l'autre, en particulier aux femmes, quand on est capable de faire preuve d'empathie, ça apporte beaucoup. J'aimerais, Bezrat Hashem, continuer encore un tout petit peu avec quelques petits conseils. Le mari, de quoi il a besoin? Si on veut essayer de synthétiser un petit peu tous les besoins, c'est quoi le besoin du mari? Le besoin. Ils ont besoin de plein de besoins, comme les femmes d'ailleurs. Mais c'est quoi le plus grand besoin d'une façon générale des maris? Ce que Chachamim nous ont enseigné, c'est que le besoin le plus grand des maris, c'est le kavod. C'est être honoré. On a tous besoin de kavod. Tous. J'ai entendu il y a un an, il y avait un rave qui a peut-être 70 ans, un très grand rave, et il a eu l'honnêteté de dire, moi quand à la fin d'un cours les gens ils me disent « shkoyach », eh ben je me sens bien. Tout le monde se sent bien, mais pas tout le monde a l'honnêteté de le dire. Quand un rave qui est très très spirituel, eh ben, il a aussi besoin de kavod. Le kavod, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Akadosh Baruch Hu nous a créé avec ce besoin. Le problème, c'est quand c'est exagéré. Le problème, c'est quand pour le kavod, on se permet de faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Donc, le mari, il a un grand besoin de kavod. Si vous voulez que vos maris soient heureux, soient à leur place, c'est important de leur donner du kavod. C'est quoi le kavod? Le kavod, d'abord, c'est de montrer à son mari que son mot, il a du poids. Son mot, il a du poids. Quand il a dit quelque chose, il l'a réfléchi. Faites-lui confiance à votre mari. Montrez-lui que vous lui faites confiance. Une fois, il y a un mari qui a jeté un dictionnaire sur la tête de sa femme. Gros dictionnaire. Il dit, faut qu'elle comprenne que les mots, ils ont du poids. D'accord? Les mots, ils ont du poids. Les mots de ton mari, ils ont du poids. C'est quoi honorer son mari aussi? C'est lui montrer, je t'aime comme tu es. Et ça, on a tous besoin de ça. Si tu aimes ton mari que quand il est souriant, ça veut dire jamais, ton mari ne se sent pas honoré. Ton mari se sent honoré quand tu l'aimes comme il est, avec ses qualités, et avec ses défauts, et avec ses problèmes. Toi aussi, Baruch Hashem, t'en as beaucoup, et lui aussi, il en a beaucoup. Et c'est exactement ça, entre autres, honorer l'autre. Ensuite, c'est quoi honorer l'autre? Honorer l'autre, c'est ne pas le mépriser. Ce n'est pas vraiment honorer, mais a fortiori ne pas mépriser. Il y a des femmes, quand leur mari ouvre la bouche, elles se permettent « Ma pitom, qu'est-ce que tu racontes ?» Ou alors « Mais dis-moi, mais ta mère, elle a couché dans un autobus ?» Non, vous ne connaissez pas ces expressions, c'est israélien ça. Ou alors... Ou alors, pire, si vous voulez énerver vos maris, voilà, je vous le dis, mais servez-vous-en vraiment. Si vous voulez énerver votre mari, dites-lui, mais demande à n'importe qui. C'est-à-dire, toi, mon mari, tu es encore pire que n'importe qui. Il vaut mieux demander à un arrière mental qu'à toi. Puisque demande à n'importe qui, tout le monde te dira que. Ça, c'est des choses, c'est du manque de kavod. Les maris ont besoin de kavod. Maintenant, votre mari, c'est possible qu'il soit même Talmid Chacham. Au moins un peu Talmid Chacham, qui sache ouvrir un livre de Torah.
Maintenant, vous allez le voir, vous allez lui poser une question de halakha, vous l'honorez. Il va chercher dans le livre de halakha, vous l'avez honoré. Si d'emblée vous lui dites, non, non, laisse tomber, va demander à un rave, va demander à un rave, vous ne l'honorez pas. Maintenant, vous allez dire, mais c'est normal qu'il faut honorer les rabbanim et que chacun doit avoir un rave. Nachon, c'est vrai. Même le rave, il a un rave. Et même le rave du rave, il a un rave. Et ainsi de suite. Mais comprenez que quand tu vas voir ton mari et que tu lui poses une question toute simple, qu'il est capable de vérifier lui-même dans un livre, alors qu'en plus ton mari passe 4 heures par jour à étudier la Torah et qu'il a des chavrutot, c'est un mépris, un mépris. En tous les cas, lui, il peut le ressentir comme étant un mépris. Pourquoi tu me demandes de demander à n'importe qui? Pourquoi tu me demandes d'aller demander à un rave? Pourquoi je ne peux pas moi-même vérifier? Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donner de l'importance à l'autre. Il y a un autre point important. Montrer à l'autre, au mari, qu'on peut se reposer sur lui. Il y a une grande, grande différence entre les femmes et les hommes, et ça, je pense que c'est très fréquent. Une femme, elle est en retard à la maison, souvent, pas toutes, hein, mais la femme, elle aime bien que son mari lui dise « je me suis inquiété pour toi, Kapara, ouais, où tu étais, je me suis posé des questions, je me suis vraiment inquiété pour toi et tout. » Les femmes, elles aiment bien, ça veut dire « ah, t'as remarqué que je ne suis pas à l'heure, tu t'es inquiété, tu t'es fait du souci, t'as pensé peut-être que je suis morte, peut-être que je suis dans le coma, quelque chose. » Maintenant, tu vas voir ton mari et tu lui dis « ouais, Kapara, 10 minutes de retard, j'ai pensé peut-être que tu t'es fait esquinter par la racaille dans la rue, peut-être, je sais pas, peut-être t'es morte. » Le mari, il a horreur de ça. Le mari, il a besoin d'être fort. Il a besoin que vous le regardiez comme quelqu'un de fort. T'es débrouillard, mon mari, tu sais très bien t'en sortir, je te fais confiance. Et ça fait partie du kavod, comprendre de quoi l'autre a besoin. L'homme, il a besoin qu'on lui montre qu'on se repose sur lui. Tu as des difficultés financières, mon mari, t'inquiète pas. Je sais que tu vas t'en sortir. Je sais que je peux me reposer sur toi. C'est très, très, très important. Quand un mari il a des difficultés dans quelque domaine que ce soit, et qu'il a l'impression que sa femme est en train de lui dire de toute façon, c'était prévisible. De toute façon, on le savait très bien. De toute façon, ma mère, avant, depuis le début du Shidour, déjà, elle me disait que c'était la plus grande erreur de ma vie. Tu n'as aucune chance de pouvoir donner du kavod à ton mari. Et le mari, il a urgemment besoin de ça. Il y a des femmes, elles font plus que ça. Il y a des femmes, elles se lèvent devant leur mari. Quand le mari rentre à la maison, elles se lèvent pour montrer qu'elles honorent. Et il y a d'autres femmes, elles s'asseyent, ah, t'es venue, allez, prends la relève. Moi, je m'assois maintenant, c'est toi qui vas tout faire. Il y avait un frère, une fois, il m'a raconté, il m'a dit, moi, ma femme, c'est très amusant. Le soir, je sors à 7h du collège. Depuis déjà 6h30, elle est par la fenêtre comme ça. Elle attend que j'arrive et quand elle me voit, il me dit, bon, j'aurais préféré qu'elle soit dans la cuisine à préparer le dîner, mais elle m'honore. L'homme, il a besoin principalement d'être honoré, et ça, retenez bien cette chose-là. Si votre mari demande de l'honneur, c'est pas que c'est un malade d'honneur, c'est qu'il a besoin de ça, et que l'honneur, là où il peut le trouver de la façon la meilleure, c'est lorsque son épouse, elle lui donne de l'honneur. Des gens, ils peuvent avoir beaucoup d'honneur à l'extérieur, c'est pas suffisant. Lorsque on est capable de donner de l'honneur en plus à son mari, on a gagné quelque chose de très très important dans l'éducation des enfants. Les enfants, très souvent, quand ils ont l'impression que papa il dit quelque chose et maman elle dit quelque chose d'autre, l'enfant il dit donc si je comprends bien, chacun fait sa vie. Chacun décide de ce qu'il veut. Et ben maman elle dit comme ça, papa il dit comme ça, ben moi je fais entre les deux. Ou parfois je fais entre les deux dans le sens inverse. C'est important de savoir qu'il y a de l'honneur. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord, papa et maman. Et puis de toute façon, on n'est pas pour parler d'éducation aujourd'hui. Et puis de toute façon, si vous voulez des cours d'éducation, vous demanderez au Rav Kassabi, au Rav Knafo. Ne me demandez pas à moi. Mais ce qui peut être sûr, c'est que quand on est tous les deux sur la même longueur d'onde, quand il y a de l'honneur, quand on comprend qu'on peut s'honorer l'un l'autre, eh ben c'est la chose qui permet d'obtenir, Bezrat Hashem, le maximum dans l'éducation des enfants. J'aimerais, Bezrat Hashem, si Dieu veut, peut-être c'est moi qui fais une bêtise. C'est pas grave. J'aimerais, Bezrat Hashem, passer à une petite partie rapide qui est celle des compliments. Dans tous les couples au monde, la chose la plus importante et qui peut faire décupler le shlom bayit, c'est le sujet des compliments.
tous les couples dont je me suis occupé, le premier point que je leur ai demandé de prendre sur eux, c'est le point des compliments. Le point des compliments, c'est le point qui permet vraiment à l'autre de se sentir important. Il y a des rabbinim qui disent, si tu ne fais pas au moins 10 compliments par jour, tu n'es pas marié. Moi, je ne dis pas ça. Parce que ça ne veut rien dire 10 compliments. Parfois, tu as des compliments qui veulent strictement rien dire. Et parfois, tu peux faire un seul compliment. Et tu l'as vraiment fait du fond du cœur. Et vraiment, ce compliment, il a donné quelque chose. Ça ne se calcule pas, le nombre de compliments. C'est la qualité, l'intensité et la sincérité du compliment qui est importante. Très intéressant que parfois, on demande aux hommes et aux femmes, est-ce que vous complimentez l'autre? Et est-ce que vous vous sentez complimenté? Alors souvent, les hommes, ils disent, non, moi je suis très sincère avec vous, je ne complimente pas, je ne suis pas complimenté. Voilà, très homme. Tu demandes aux femmes, non, moi jamais mon mari me complimente. Depuis le début de l'année, il ne m'a pas fait encore un seul compliment. Bon, on est le 1er janvier, mais jamais le compliment. Et c'est qui le menteur? Quand l'homme, il te dit, je complimente ma femme, et la femme, elle dit, je ne suis pas complimenté. C'est qui le menteur? Qui est-ce? Et vice-versa. Quand la femme, elle dit, je complimente, et le mari, il dit, non, le mari, vous inquiétez pas, il va vous dire, j'ai pas besoin de compliments. Mais en fait, il a énormément besoin de compliments. On a tous besoin de compliments. C'est qui le menteur dans l'histoire? Il n'y a pas de menteur. Il n'y a pas de menteur parce que vraiment, tu essayes de faire des compliments, et vraiment, l'autre, il n'entend pas, il ne perçoit pas ça comme un compliment. On pourrait passer des heures à parler rien que des compliments. En un mot, un compliment en hébreu, on appelle ça aïdoud. Entre autres, on appelle ça aussi compliment, mais je parle en hébreu un peu plus recherché. Aïdoud. Aïdoud, dit le Rav Simcha Cohen, ça vient du terme od. C'est quoi od? C'est quoi od? Encore. Un compliment, c'est quelque chose qui donne envie à l'autre de faire encore. C'est pas qu'on doit être des manipulateurs et complimenter pour obtenir chas v'shalom. Mais c'est qu'un compliment réussi, c'est un compliment où on a donné envie à l'autre de faire encore. Si je viens voir ma femme et que je lui dis « t'es belle », c'est bien, il faut le dire quelquefois, mais c'est pas un compliment. D'abord, je le savais déjà. Quitter Bichal pour me le dire, toi, espèce de pou. Et en plus, c'est pas un compliment. Le compliment, c'est quelque chose avec lequel elle a eu du mal. Elle a fait un effort pour le faire. C'était difficile. Ça fait 250 000 fois que tu lui dis que tu en as marre, que quand on doit sortir de la maison à 18h et qu'elle, à 19h, elle est encore en train de prendre sa douche. Ça fait 250 000 fois. Mais une fois, elle a fait un effort et à 18h, elle n'est pas en train de prendre sa douche, elle sort de sa douche. Eh bien, fais un compliment. Dis, je vois que tu as fait un effort dans le sens qui va me faire plaisir. Compliment, c'est quelque chose qui peut vraiment aider l'autre. Mais là où l'autre il a du mal, c'est là qu'il y a un compliment qui peut être fait et qui doit être fait et qui a toute sa place. Donc le compliment, c'est quelque chose qui se fait en particulier quand l'autre il a du mal. Maintenant, il faut trouver, et Bli Ainara, c'est pas ce qui manque, des possibilités de complimenter votre mari pour tout ce qu'il fait, pour la parnassa qu'il amène à la maison, même si vous aussi vous amenez la parnassa, et même si vous amenez plus de parnassa que votre mari, ça ne change strictement rien. Il amène la parnassa, il éduque les enfants, oui mais toi tu aurais éduqué mieux, ok, il éduque les enfants. Il fait des choses très importantes, très grandes, il faut complimenter, trouver des occasions de complimenter. C'est ça entre autres qui renforce le lien. Quand on veut un lien avec quelqu'un, on lui fait des compliments. Moi j'aime bien être en présence de gens qui me font des compliments et je m'écarte de gens qui au contraire passent leur temps à me rabaisser. Le lien, il se crée grâce aux compliments. La chose qui me tue le plus, c'est quand parfois je dis à certains maris, complimente ta femme, il y a bien des choses qu'elle fait bien. Et il y a des maris, je ne sais pas d'où ils sortent ces gens-là, qui me disent non, j'ai rien à la complimenter. Je rentre à la maison, l'enfant il a la hanani jusqu'à là, la couche elle déborde, heureusement qu'il y a écrit sur le paquet jusqu'à 12 kilos et pas plus. De quoi tu veux que je la complimente? Alors moi souvent je la connais la femme, et je sais que c'est une femme de qualité, et c'est une femme très bien, et c'est une femme, je lui dis elle te fait à manger? Ouais, elle me fait à manger, c'est pas un cordon bleu ma femme, c'est un cordon noir, tout ce qu'elle fait ça sort cramé. Maintenant lui, j'ai de la chance de le connaître, j'étais à son mariage,
À son mariage, il était tout maigre. Après 15 ans de mariage, il est tout... etc. Je lui ai dit, mais tu vas pas me raconter des histoires. Je vois que tu as grossi. Je vois que tu manges bien à la maison. Tu sais quoi? Tu vas me faire une faveur. Rentre à la maison, va réessayer tes vêtements du mariage et dis-moi s'ils te vont toujours. Il revient le lendemain, il me dit, ouais, ils me vont toujours. L'autre idiot, il a essayé son écharpe. Je lui ai dit, t'aurais dû la serrer un peu plus fort ton écharpe. Ça aurait fait du shalom à certaines personnes. Il faut être un petit peu humain. Être humain, ça veut dire comprendre que moi j'ai mes défauts et que l'autre il a ses défauts. Et que les défauts, ils abîment pas tout. L'autre il a des défauts, il n'y a pas de problème. Concentre-toi sur les qualités. Je voulais vous raconter cette histoire de quelqu'un qui a été voir le Rav Pinkus et qui lui a dit, Kvod Harav, j'aimerais être enseignant dans une école. Le Rav il lui a dit, il n'y a pas de problème. J'aimerais juste te poser une question. Qu'est-ce que tu fais s'il y a un élève qui arrive de la cour de récréation, il saigne, et il te dit, voilà ce qu'un tel m'a fait. Il dit, ben, je vérifie que c'est vrai, et si c'est vrai, je le renvoie à l'autre. Il dit, et puis, il dit, et voilà, on a le shalom. Le Rav lui dit, écoute, je peux te poser une question. Le Rav, il prend un stylo, il met un petit point noir sur sa main, il lui dit, tu vois, voilà, qu'est-ce que tu vois là? L'autre, il lui dit, je vois un point noir. Il dit, espèce d'idiot, tu vois pas qu'il y a une main? Il y a une main là, il y a une main. Il y a une main. Il y a une main, et dans la main, il y a un petit point noir. Il n'y a pas qu'un point noir, il y a une main. Mais toi, tu te concentres sur le point noir. L'autre, sa femme, elle a un grain de beauté, il se concentre sur le grain de beauté. Et il n'est pas content que sa femme, elle a un grain de beauté, mais tu ne vas pas faire un cadre avec le grain de beauté de ta femme. Ça va, il y a tout un visage, il y a tout... Non, il se concentre sur le grain de beauté. Et c'est ça le problème. On se concentre sur le défaut de l'autre. Arrête. L'autre, il a des défauts, très bien, il a aussi des qualités. Le compliment, c'est être capable de commencer à réfléchir qu'est-ce que l'autre il a et il fait de bien, et essayer de le complimenter justement pour les choses qu'il a de bien. Maintenant, très souvent, quand on vient faire un compliment à l'autre, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, l'autre il est sceptique. On n'est pas la veille de Rosh Hashanah, c'est pas mon anniversaire et je veux un gros cadeau. Pourquoi il me fait des compliments l'autre? Pourquoi il me fait des compliments? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Et par contre, quand quelqu'un il te fait un reproche, là, tu es certain qu'il y croit vraiment. Tu es certain qu'il y croit vraiment. Pourquoi quand il te fait un compliment, ouais, je sais pas, et quand il fait un reproche, alors d'abord, j'aimerais vous dire, mesdames, quand une femme, elle fait un reproche, elle ne fait pas un reproche, elle vit le reproche. Elle vit le reproche et elle le prononce avec beaucoup de vie. Ça veut dire qu'elle va être capable de te dire, sous prétexte qu'elle t'a demandé d'acheter du sucre et toi tu as ramené 20 paquets de sucre, tu as acheté un seul paquet de sucre, elle est capable de te dire, il n'y a rien qui m'énerve de plus que ça. Moi j'ai envie de lui dire, et tu gardes quoi pour la prochaine fois? Il n'y a rien qui t'énerve de plus que ça, mais elle te le dit avec tous les décibels et tout, tu vois. Rien qui m'énerve de plus que ça. Tu ne peux pas ne pas y croire. Maintenant, quand ta femme, elle est comme ça, et elle te fait les reproches l'un après l'autre, et elle est tellement en train de kiffer quand elle te fait les reproches, tu n'as pas envie de l'interrompre, la pauvre, elle kiffe tellement. Laisse-la kiffer. Par contre, quand elle te fait des compliments, elle réfléchit vraiment. Entre chaque mot, il y a 5 minutes d'attente. C'est vrai que quand tu as essayé de faire la vaisselle, je dis bien que tu as essayé parce que la vaisselle, ça ne se fait pas qu'avec les mains, ça se fait aussi avec les yeux. Ben, ça m'a fait un peu plaisir. Toi, tu as envie de lui dire, j'ai compris, c'est bon, arrête-toi. J'ai compris. Il faut savoir les compliments, les faire avec autant de cœur que les reproches et vraiment y croire pour que Bezrat Hashem, ça puisse fonctionner. Je termine Bezrat Hashem, cette partie-là, en vous disant, je pense qu'il y a certains points qu'il faut prendre avec vous pour toute la vie Bezrat Hashem, à part tout ce dont on a parlé. Premièrement, prenez la vie facilement. Là, je m'adresse à tout le monde, chavé. Prenez la vie facilement, ne dramatisez pas. C'est pas grave si un jour ton mari t'a dit quelque chose, c'est grave, mais c'est pas si grave que ça. C'est pas grave si ta femme, tu lui as rendu un service et qu'elle n'a pas tellement aimé. C'est pas grave. Prenez la vie un petit peu easy, comme on dit. Facilement, gentiment, tranquillement.
faut pas trop se la jouer, c'est pas très grave, c'est pas, eh ben, il y a eu une explosion à la maison, c'est pas très grave, ça peut arriver. Prenons les choses facilement. Deuxième chose que j'aimerais vous demander, ne faites pas des choses que vous ne voulez pas faire uniquement parce que vous vous sentez obligé de faire. Parce qu'à long terme, ça fait malheureusement des catastrophes. Un mari qui, pour une raison ou pour une autre, a décidé qu'il ne voulait pas aller quelque part. Et ce n'est pas qu'il a décidé d'aller, comme on a expliqué, parce que Kedoshim Tiyu, il a compris que maintenant, il avait décidé d'aller. Il ne décide pas d'aller, mais il n'a pas la force de dire à sa femme non avec la tronche qu'elle va lui faire après. Et donc, il va aller. Et puis 10 ans après, il va lui dire, et ce jour-là, quand j'étais, je ne voulais pas. Et là, tu m'as traîné là-bas. Et là, tu m'as pris là-bas. Et là, tu m'as machin. C'est terrible. Si vraiment vous voulez donner, donnez. Alors, donnez, vraiment. En voulant vraiment donner. Et les fois, vous ne pouvez pas donner. Ne donnez pas. C'est un conseil, ça, je pense que vous n'avez peut-être pas toujours l'habitude d'entendre. Mais c'est un conseil, avec l'expérience, on remarque que quand les gens ils font tout contre leur gré, ça se finit mal. Donc, essayez, Bezrat Hashem. Je ne vous dis pas de ne pas faire ce que l'autre y veut. Faites-le, mais en ayant bien réfléchi à la chose et en l'ayant voulu, en faisant ce que vous deviez faire et en le faisant vraiment. J'aimerais enfin terminer, Bezrat Hashem, en disant que Baruch Hashem, la Torah nous a donné la mitzvah de la pureté familiale. La pureté familiale, c'est le plus beau cadeau que Kadosh Baruch Hu, il ait pu nous offrir. Aujourd'hui, les coacheurs du monde entier et les psychiatres et psychanalystes du monde entier, aux goïms je parle, pas aux juifs, aux goïms, ils leur disent, vous voulez que votre couple y tienne un peu plus de temps, ça veut dire pas que 1 an, mais un peu plus, commencez à faire 2 semaines oui, 2 semaines non, 2 semaines oui, 2 semaines non. Je pourrais vous donner les noms si ça vous intéresse. Des goïms qui ont affirmé que la Torah, c'est elle qui était la meilleure dans ce domaine-là. Quand elle a déjà, il y a tellement d'années dit, 2 semaines oui, 2 semaines non. Sinon, l'habitude fait son œuvre et on s'embête et ça devient embêtant, ça devient lassant. La Torah, elle est venue, elle dit pendant 2 semaines oui, 2 semaines non. Et plus pendant les 2 semaines non, c'est non, plus pendant les 2 semaines oui, ce sera oui. Ça, c'est ce que la Torah, elle est venue nous proposer quand elle nous a proposé la Taharat HaMishpacha. La Torah, elle savait très bien que le plaisir, il vient quand il y a eu une attente. Quand tu as passé tout le jour de Kippour à jeûner, qu'après on t'amène de la pastèque, elle a une autre saveur que quand tu n'as pas jeûné et que tu as passé ta journée à manger des pastèques. Le fruit de ceux qui ne mangent pas de viande, pastèque. Lorsque vous avez passé une journée entière à attendre, ou 2 semaines à attendre, inlassablement, et bien finalement, il y a beaucoup, beaucoup de plaisir qui peut venir. Je me rappellerai toujours de cette femme-là, qui un jour est venue me voir. Elle avait donc un sous-vêtement sur lequel il y avait une tache. Elle est venue me le montrer. Maintenant, moi, pour celles qui ne me connaissent pas, ceux qui ne me connaissent pas, je ne vais pas jeter la personne en lui disant je vais essayer de voir ce qu'on peut autoriser, ce qu'on ne peut pas autoriser, est-ce qu'à la lumière du jour on peut autoriser, c'est quoi la taille exactement. Bekitsour, c'était une taille qui était vraiment entre les deux, c'était facile, je lui ai répondu rapidement. J'ai été prendre ma règle, c'est le cas de le dire, et j'ai calculé combien il y a, vous savez, il y a des quantités, grises, etc. J'ai commencé à... Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, à la fin j'ai réussi à autoriser, il y avait un petit peu moins qu'un gris, j'ai pu autoriser. Et là, je vous promets, la tronche qu'elle me fait, j'arriverai pas à l'imiter. Une tronche... Genre, quoi, vraiment, je suis autorisé, Bémet. Je lui dis, j'ai pas compris. Moi, je me casse la tête pendant des heures et des heures pour essayer de t'autoriser. Finalement, je t'autorise, tu me fais la tronche. Si vraiment tu avais voulu que je te dise que c'était interdit, tu aurais pris un stylo rouge, tu aurais fait une très très grosse tache, tu m'aurais dit, voilà la tache de sang que j'ai vue, et je t'aurais dit, madame, t'es assoura. Elle me dit, non, mais je vais vous expliquer que votre arabe, écoutez, Baruch Hashem, j'étais enceinte. Donc tout le temps où j'étais enceinte, Baruch Hashem, on était ensemble, c'était ensemble. Hein. Et puis après, bon, il y a eu les 2 mois, là, heureusement, ouf. Et puis après, j'ai allaité, sans arrêt, j'avais pas mes règles, donc j'étais... J'en ai marre. Alors je lui ai dit, d'accord, donc si je comprends bien, vous aimez être nida. En tous les cas,
quelquefois vous aimez. Cette femme-là, elle aimait être Nida. Et d'ailleurs, elle aimait aussi le verlan. Elle a eu un fils, et elle l'a appelé Dani. Ce que je veux vous dire, c'est que la Torah, elle savait ça. La Torah, elle pose la question, elle dit pourquoi la Torah, elle a décidé que quand une femme, elle voit du sang, elle est assoura. Pourquoi? Quoi, la Torah, elle kiffe à faire souffrir les gens? Pourquoi la Torah, elle n'aurait pas pu décider la Torah que quand la femme, elle voit du sang, elle soit théora, elle soit ultra théora, ultra pure? Pourquoi? Dit la Gemara, comme ça, quand elle sort du mikvé, elle est chère à son mari, comme une kala qui sort du dé nuptial. C'est ça le but. Et la Tarat HaMishpacha, elle nous permet d'y accéder. Ce qu'il faut savoir concernant la Tarat HaMishpacha, c'est que, d'une part, c'est ça qui permet énormément d'augmenter le Shlom Bayit au sein du couple. D'autre part, ce n'est pas toujours facile, ni pour les maris, ni pour les femmes, de devoir être sans arrêt interdite, de devoir être sans arrêt Nida. Ce n'est pas toujours facile. Alors, elle, c'était un cas extrême, parce qu'elle en avait marre, mais ce n'est pas toujours facile. Je pense que dans notre génération, et je ne suis pas le seul à le penser, tous les gdolim que j'ai entendus parler à ce sujet-là, leur opinion, c'est de dire que dans notre génération, une génération tellement dépravée, il n'y a aucun intérêt à ce que la femme, elle soit nida le plus de temps possible. Aucun intérêt, et je dirais même le contraire. On a tout intérêt à ce que la femme, elle soit théora. Évidemment, il faut qu'elle soit aussi nida. Mais on a tout intérêt à ce qu'elle ne fasse pas de khumrot. On entend à ce sujet-là tellement de femmes qui font de khumrot. Tellement de rabbanim qui enseignent des khumrot. Et je vous dis, et je ne rentrerai pas maintenant dans les détails, mais j'entends jour après jour des femmes de Montpellier, des femmes de Perpignan. Vous imaginez le niveau de pratiques religieuses qui téléphonent dans tout type d'appels téléphoniques dans lesquels tu peux tomber sur des rabbanim, dans lequel on enseigne à ces femmes-là. Donc vous imaginez, la femme, à part Tarat HaMishpacha, elle ne fait rien. La femme, tu la vois dehors, tu as l'impression qu'elle ne fait rien. Si, elle fait Tarat HaMishpacha. Et on leur enseigne des chumrot qu'à Bnei Brak, au Harediot, on n'enseigne pas. Des cas que j'ai tous les jours. Tous les jours, je tombe sur des cas comme ça. Je répète, des femmes qui sont loin de tout, auxquelles on devrait essayer de trouver le plus de coulottes possible. Coulotte, c'est cool Raoul, oui, cool. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur enseigne des enseignements comme même à Bnei Brak, même à Mea Shearim, on n'enseigne pas. Je vous dis tout ça avec tristesse et avec gaieté, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois j'ai eu la gaieté de pouvoir autoriser une femme à son mari. Des femmes qui parfois pendant des mois et des mois, elles étaient interdites à leur mari. Parce qu'elles sont tombées sur un rav qui leur a enseigné une khumra que même à Mea Shearim, on n'aurait pas enseigné. Alors qu'elle, ce n'était pas une fille de Mea Shearim du tout. Ni les collants, ni les deniers, ni rien du tout. Donc j'aimerais, et c'est entre autres l'un des plaisirs que j'ai, quand ces derniers temps on a commencé à ouvrir des groupes de Tarat HaMishpacha, dans lesquels on essaye d'être fidèle aux enseignements de Chachamim, on essaye d'enseigner la halakha telle qu'elle est. La halakha telle qu'elle est, c'est telle qu'elle est. Telle qu'elle est, ça veut dire une femme qui ne veut pas faire une khumra, moi, je n'ai pas ni le devoir ni le droit de l'obliger à faire une khumra. Quand une femme elle est ashkénaze, je n'ai pas le droit de lui enseigner la halakha comme un sfarad. Et quand une femme elle est sfarad, je n'ai pas le droit de lui enseigner la halakha comme un ashkénaze. C'est ce que je pense en tous les cas, vous me direz les rabbanim si vous êtes d'accord. C'est personnellement ce que je pense. Et donc, il faut faire attention quand vous posez des questions. D'abord, précisez que vous êtes sfarad ou que vous êtes ashkénaze, si vous l'êtes. Si vous avez une blessure, ne pensez pas que le Rav il le devinera de lui-même, parce que le Rav, il peut le deviner, mais il peut ne même pas avoir le temps de penser à deviner. Essayez, quand vous avez un cas de force majeure, un cas de nécessité, un cas où votre mari vous a dit « j'en peux plus », de préciser ça au Rav. Et essayons, Bezrat Hashem, ensemble, d'enseigner la halakha et de diffuser la halakha telle que les Gdolei Hador ils nous ont demandé de l'enseigner, et ne pas imposer des choses qui sortent de nulle part à tout un chacun. Bezrat Hashem, voilà, je vous remercie d'avoir été là.
d'avoir fait preuve de patience. J'aimerais juste terminer en vous représentant très rapidement. On a un livre, Lorsque l'enfant paraît, la naissance de A à Z, toutes les halakhot de la femme qui veut tomber enceinte, de la femme qui est enceinte, de la femme qui accouche, de la femme qui allait, de la Brit Mila, du pilion aben si c'est un garçon, de l'enterrement. D'accord, on parle de tout ce qu'il faut connaître pour la vie d'une maman, la vie d'un papa. La femme, elle doit accoucher Shabbat. Comment ça se passe? Est-ce qu'elle peut prendre des affaires avec elle? Quel bracha elle fait quand elle voit qu'elle a eu un garçon, quand elle voit qu'elle a eu une fille? Tout ce qu'il faut savoir, ça se trouve Baruch Hashem dans ce livre. On a le livre Lever et coucher de A à Z, toutes les halakhot du matin, du soir. On fait une veillée, est-ce qu'on fait Birkot HaTorah, est-ce qu'on fait Birkot HaShachar? Sous mon lit, est-ce que j'ai le droit de parler après Kriyat Shema à la Mita? J'ai laissé un aliment sous mon lit, est-ce que quand je rentre dans une salle de bain toilette, est-ce que je dois faire Netila après? Je me suis coupé les ongles, est-ce que je dois faire Netila après? Bref, celles qui me suivent sur le groupe de questions-réponses, vous savez que peut-être une réponse sur 3, pas chaude, je réponds en faisant une photocopie de la page où je parle de ça dans ce livre, et il y a toutes les réponses aux questions. Il y a les vacances cachères de A à Z, alors ça c'est bientôt les vacances, vous avez besoin de ça pour tous les endroits où vous irez en vacances. Vous êtes dans l'avion, vous voyez la mer, quelle bracha vous faites? Vous êtes au zoo et vous voyez un singe, il y a une bracha à faire si vous ne le saviez pas. D'accord? Bref, tout ce qu'il faut savoir, vous êtes à Hanouka à l'hôtel, où est-ce que vous allumez la Hanoukia? Vous êtes à Sukkot. Bref, tout ce qu'il faut savoir, je n'ai pas maintenant le temps de trop vous prendre la tête. Il y a un 4e livre, c'est Shomrim de A à Z. Ça, c'est surtout pour les hommes. Toutes les lois des gardiens. Je t'ai demandé de garder un objet et tu me l'as rendu défectueux. Combien tu dois payer? Est-ce qu'il faut payer? Comment? C'est ce qu'on appelle Choshen Mishpat. Le 5e, on ne l'a pas ici. Problème technique, on n'a pas réussi à l'amener. C'est les lois de la Shavat Aveda. Donc, ils sont en vente, les livres. Pour ceux qui veulent, je vous écrirai une dédicace. Enfin, il y a un petit aimant. On l'avait amené il y a plusieurs années et ça avait aidé des tonnes de gens. Celles qui me suivent sur le groupe, vous savez que souvent je fais allusion à cet aimant. Vous avez cuisiné des pâtes parvées dans une casserole bassarite et vous voulez mettre du fromage dedans. Vous avez cuisiné des chalotes dans un four chalavi et vous voulez après les manger avec de la viande. Toutes les questions qui concernent ce qu'on appelle en hébreu nat barnat, le goût second, c'est résumé de façon très précise ici, selon si la casserole ou le four avait été utilisé dans les 24 dernières heures ou pas. Toutes les opinions, les Sfaradim, les Ashkenazim. On ne peut pas, à mon avis, être plus concis que ce qu'on a essayé de faire ici. Donc voilà, l'aimant, c'est un cadeau de Torah Academy pour toutes les personnes qui ont assisté. Et j'aimerais vous demander, pour toutes celles et tous ceux qui ne sont pas encore inscrits sur nos groupes, il y a des groupes de questions-réponses pour hommes et femmes, il y a des groupes de questions de Nida que pour les femmes, et il y a des réseaux sociaux sur lesquels ceux qui sont dans les réseaux sociaux sont invités à venir se joindre à nous. Et Bezrat Hashem, qu'on ait l'occasion de se revoir toujours pour des bonnes occasions, et que le Shlom Bayit de tout un chacun soit de mieux en mieux, Bezrat Hashem. Merci de votre attention et Be'atzlacha. S'il y a des questions, vous pouvez, hein, mais...